une histoire et au lit. J'en avais fait qu'une, ça n'avait pas plu de ouf. Il n'y avait pas eu énormément de vues, mais j'avais bien aimé la tournée. Et comme je vous l'avais déjà dit, c'est du contenu en plus, donc voilà. Il faut que je tourne dans la semaine aussi une vidéo dégustation parce que j'ai plein de trucs à vous raconter. Pendant mes vacances, je suis allé à Besançon et tout, j'ai fait des trucs machin. Et bref, je vous raconterai ma vie dans la vidéo dégustation. Je te montre des photos à vous montrer et tout. Du coup, ce soir, je vais vous lire. J'ai trouvé ce livre. Je vous l'avais montré dans une précédente vidéo. C'est un livre d'Edgar Allan Poe que je trouve trop beau. Je sais pas vous, mais je le trouve trop beau. Et je l'avais trouvé dans un Easy Cash archi peu cher. Du coup, je me suis dit qu'elle ferait du contenu. Trop bien. Enfin, moi je suis content. Je voulais vous lire, je sais plus comment s'appelle l'histoire. Alors, je vous avoue, j'en connais absolument aucune. Ça va être une découverte pour vous comme pour moi. Enfin, peut-être que vous les connaissez, je sais pas, mais en tout cas, moi ça va être une découverte. J'aime trop, je sais pas vous, moi j'adore l'odeur des livres et tout. Ça sent trop. Je vais chercher l'histoire que je veux vous lire, je vais changer le cadrage et puis je vous reprends dans 2 minutes, même pas. Je tenais aussi à m'excuser, je sais pas s'il y a un bruit de fond. Mon frigo a décidé de démarrer ce soir. Il fait un bruit monstre. J'espère que ça s'entend pas trop en vidéo. Et si c'est le cas, je m'en excuse. Voilà. Du coup, je vais commencer la lecture parce que ça fait déjà, je crois, un truc comme 4 ou 5 minutes de vidéo. Allez, c'est parti. La mort rouge avait pendant longtemps dépeuplé la contrée. Jamais la peste ne fut si fatale, si horrible. Son avatar, c'était le sang. La rougeur et la hideur du sang. C'étaient des douleurs aiguës, un vertige soudain, et puis un suintement abondant par les pores et la dissolution de l'être. Des taches pourpres sur le corps, et spécialement sur le visage de la victime, la mettaient au ban de l'humanité, et lui fermaient tout secours et toute sympathie. L'invasion, le progrès, le résultat de la maladie, tout cela était l'affaire d'une demi-heure. Mais le prince Prospero était heureux et intrépide et sagace. Quand ses domaines furent à moitié dépeuplés, il convoqua 1 millier d'amis vigoureux et allègres de cœur, choisit parmi les chevaliers et les dames de sa cour, et se fit avec eux une retraite profonde dans une de ses abbayes fortifiées. C'était un vaste et magnifique bâtiment, une création du prince, d'un goût excentrique et cependant grandiose. Un mur épais et haut lui faisait une ceinture. Ce mur avait des portes de fer. Les courtisans, une fois entrés, se servirent de fourneaux et de solides marteaux pour souder les verrous. Ils résolurent de se barricader contre les impulsions soudaines du désespoir extérieur et de fermer toute issue au frénésie du dedans. L'abbaye fut largement approvisionnée. Grâce à ces précautions, les courtisans pouvaient jeter le défi à la contagion. Le monde extérieur s'arrangeait comme il pourrait. En attendant, c'était la folie de s'infliger ou de penser. Le prince avait pourvu à tous les moyens de plaisir. Il y avait des bouffons, il y avait des improvisateurs, des danseurs, des musiciens. Il y avait le beau sous toutes ses formes, il y avait le vin. En dedans, il y avait toutes ces belles choses et la sécurité. Au dehors, la mort rouge. Ce fut vers la fin du 5e ou 6e mois de sa retraite, et pendant que le fléau sévissait au dehors avec le plus de rage, que le prince Prospero gratifia ses 1000 amis d'un bal masqué de la plus insolite magnificence. Tableau voluptueux que cette mascarade
salle était si irrégulièrement disposée que l'œil n'en pouvait guère embrasser plus d'une à la fois. Au bout d'un espace de 20 à 30 yards, il y avait un brusque détour, et à chaque coude un nouvel aspect. À droite et à gauche, au milieu de chaque mur, une haute et étroite fenêtre gothique donnait sur un corridor fermé qui suivait les sinuosités de l'appartement. Chaque fenêtre était faite de verre coloré en harmonie avec le ton dominant dans les décorations de la salle sur laquelle elle s'ouvrait. Celle qui occupait l'extrémité orientale, par exemple, était tendue de bleu, et les fenêtres étaient d'un bleu profond. La seconde pièce était ornée et tendue de pourpre, et les carreaux étaient pourpres. La troisième, entièrement verte, et verte les fenêtres. La quatrième, décorée d'orange, était éclairée par une fenêtre orangée. La cinquième blanche et la sixième violette. La septième salle était rigoureusement ensevelie de tentures de velours noir qui revêtaient tout le plafond et les murs et retombaient en lourdes nappes sur un tapis de même étoffe et de même couleur. Mais dans cette chambre seulement, la couleur des fenêtres ne correspondait pas à la décoration. Les carreaux étaient écarlates, d'une couleur intense de sang. Or, dans aucune des 7 salles, à travers les ornements d'or éparpillés à profusion çà et là, ou suspendus aux lambris ne voyait de lampe, ni de candélabre, ni lampe ni bougie, aucune lumière de cette sorte dans cette longue suite de pièces. Mais dans les corridors qui leur servaient de ceinture, juste en face de chaque fenêtre se dressait un énorme trépied avec un brasier éclatant qui projetait ses rayons à travers les carreaux de couleur et illuminait la salle d'une manière éblouissante. Ainsi se produisait une multitude d'aspects chatoyants et fantastiques. Mais dans la chambre de l'ouest, la chambre noire, la lumière du brasier qui ruisselait sous les teintures noires à travers les carreaux sanglants était épouvantablement sinistre et donnait aux physionomies des imprudents qui y entraient un aspect tellement étrange que bien peu de danseurs se sentaient le courage de mettre les pieds dans son enceinte magique. C'était aussi dans cette salle que s'élevait contre le mur de l'ouest une gigantesque horloge ébène. Son pendule se balançait avec un tic-tac sourd, lourd, monotone, et quand l'aiguille des minutes avait fait le circuit du cadran et que l'heure allait sonner, il s'élevait des poumons, des reins, de la machine un son clair, éclatant, profond et excessivement musical, mais d'une note si particulière et d'une énergie telle que d'heure en heure, les musiciens de l'orchestre étaient contraints d'interrompre un instant leurs accords pour écouter la musique de l'heure. Les valseurs alors cessaient forcément leur évolution. Un trouble momentané courait dans toute la joyeuse compagnie, et tant que vibrait le carillon, on remarquait que les plus fous devenaient pâles et que les plus âgés et les plus rassis passaient leurs mains sur leur front, comme dans une méditation ou une rêverie délirante. Mais quand l'écho s'était tout à fait évanoui, une légère hilarité circulait par toute l'assemblée. Les musiciens s'entre-regardaient et souriaient de leurs nerfs et de leur folie, et se juraient tout bas les uns aux autres que la prochaine sonnerie ne produirait pas en eux la même émotion. Et puis, après la fuite des 60 minutes, qui comprennent les 3600 secondes de l'heure disparue, arrivait une nouvelle sonnerie de la fatale horloge, et c'était le même trouble, le même frisson, les mêmes rêveries. Mais en dépit de tout cela, c'était une joyeuse et magnifique orgie. Le goût du duc était tout particulier. Il avait un œil sûr à l'endroit des couleurs et des effets. Il méprisait le décorum de la mode. Ses plans étaient téméraires et sauvages, et ses conceptions brillaient d'une splendeur barbare. Il y a des gens qui l'auraient jugé fou. Ses courtisans
salle de velours, et alors, pour un moment, tout s'arrête, tout se tait, excepté la voix de l'horloge. Les rêves sont glacés, paralysés dans leur posture, mais les échos de la sonnerie s'évanouissent. Ils n'ont duré qu'un instant, et à peine ont-ils fui qu'une hilarité légère et mal convenue circule partout, et la musique s'enfle de nouveau, et les rêves revivent, et ils se tordent ça et là plus joyeusement que jamais, reflétant la couleur des fenêtres à travers lesquelles ruisselle le rayonnement des trépieds. Mais, dans la chambre qui est là-bas, tout à l'ouest, aucun masque n'ose maintenant s'aventurer, car la nuit avance et une lumière plus rouge afflue à travers les carreaux, couleur de sang, et la noirceur des drapiers funèbres et effrayante. Et à l'étourdi, qui met le pied sur le tapis funèbre, l'horloge d'ébène envoie un carillon plus lourd, plus solennellement énergique que celui qui frappe les oreilles des masques tourbillonnant dans l'insouciance lointaine des autres salles. Quant à ces pièces-là, elles fourmillent de monde, et le cœur de la vie y battait fiévreusement, et la fête tourbillonnait toujours, lorsque s'éleva enfin le son de minuit de l'horloge. Alors, comme je l'ai dit, la musique s'arrêta, le tournoiement des valseurs fut suspendu, il se fit partout, comme naguère, une anxieuse immobilité. Mais le timbre de l'horloge avait cette fois 12 coups à sonner. Aussi, il se peut bien que plus de pensées se soient glissées dans les méditations de ceux qui pensaient parmi cette foule festoyante. Et ce fut peut-être aussi pour cela que plusieurs personnes parmi cette foule, avant que les derniers échos du dernier coup fussent noyés dans le silence, avaient eu le temps de s'apercevoir de la présence d'un masque qui jusque-là n'avait aucunement attiré l'attention. Et la nouvelle de cette intrusion s'étant répandue en un chuchotement à la ronde, il s'éleva de toute l'assemblée un bourdonnement, un murmure significatif d'étonnement et de désapprobation. Puis, finalement, de terreur, d'horreur et de dégoût. Dans une réunion de fantômes telle que je l'ai décrite, il fallait sans doute une apparition bien extraordinaire pour causer une telle sensation. La licence carnavalesque de cette nuit était, il est vrai, à peu près illimitée, mais le personnage en question avait dépassé l'extravagance d'un Hérode et franchi les bornes, cependant complaisantes, du décorum imposé par le prince. Il y a dans les cœurs des plus insouciants des cordes qui ne se laissent pas toucher sans émotion. Même chez les plus dépravés, chez ceux pour qui la vie et la mort sont également un jeu, il y a des choses avec lesquelles on ne peut pas jouer. Toute l'assemblée parut alors sentir profondément le mauvais goût et l'inconvenance de la conduite et du costume de l'étranger. Le personnage était grand et décharné et enveloppé d'un suaire de la tête aux pieds. Le masque qui cachait le visage représentait si bien la physionomie d'un cadavre raidi que l'analyse la plus minutieuse aurait difficilement découvert l'artifice. Et cependant, tous ces fous joyeux auraient peut-être supporté, sinon approuvé cette laide plaisanterie. Mais le masque avait été jusqu'à adopter le type de la mort rouge. Son vêtement était barbouillé de sang, et son large front, ainsi que tous les traits de sa face, étaient aspergés de l'épouvantable écarlate. Quand les yeux du prince Prospero tombèrent sur cette figure de spectre, qui, d'un mouvement lent, solennel, emphatique, comme pour mieux soutenir son rôle, se promenait ça et là à travers les danseurs, on le vit d'abord convulsé par un violent frisson de terreur ou de dégoût, mais une seconde après, son front s'empourpra de rage. « Qui ose ?» demanda-t-il d'une voix enrouée aux courtisans debout près de lui. « Qui ose nous insulter par cette ironie blasphématoire? Emparez-vous de lui et démasquez-le. Que nous sachions qui nous aurons à prendre au créneau au lever du soleil. » C'était la chambre de l'Est, ou chambre bleue, que se trouvait le prince Prospero quand il prononça ces paroles. Elles retentirent fortement et clairement à travers les 7 salons, car le prince était un homme impérieux et robuste, et la musique s'était tue à un signe de sa main. C'était dans la chambre bleue que se tenait le prince, avec un groupe de pâles courtisans à ses côtés. D'abord, pendant qu'il parlait, il y eut parmi le groupe un léger mouvement en avant dans la direction de l'intrus, qui fut un instant presque à leur portée, et qui maintenant, d'un pas délibéré et majestueux, se rapprochait de plus en plus du prince. Mais par suite d'une certaine terreur indéfinissable que l'audace insensée du masque avait inspirée à toute la société, il ne se trouva personne pour lui mettre la main dessus, si bien
précipitamment à travers les 6 chambres où nul ne le suivit, car une terreur mortelle s'était emparée de tout le monde. Il brandissait un poignard nu et s'était approché impétueusement à une distance de 3 ou 4 pieds du fantôme qui battait en retraite. Quand ce dernier, arrivé à l'extrémité de la salle de velours, se retourna brusquement et fit face à celui qui le poursuivait, un cri aigu partit et le poignard glissa avec un éclair sur le tapis funèbre où le prince Prospero tombait, mort une seconde après. Alors, invoquant le courage violent du désespoir, une foule de masques se précipita à la fois dans la chambre noire et, saisissant l'inconnu qui se tenait comme une grande statue, droit et immobile dans l'ombre de l'horloge d'ébène, ils se sentirent suffoqués par une terreur sans nom, en voyant que sous le linceul et le masque cadavéreux qu'ils avaient empoigné avec une si violente énergie ne logeait aucune forme palpable. On ne reconnut alors la présence de la mort rouge. Elle est devenue comme un voleur de nuit, et tous les convives tombèrent, d'un à un, dans les salles de l'orgie inondées d'une rosée sanglante, et chacun mourut dans la posture désespérée de sa chute. Et la fille de l'horloge d'ébène disparut avec celle du dernier de ces êtres joyeux, et les flammes des trépieds expirèrent, et les ténèbres, et la ruine, et la mort rouge établirent sur toutes choses leurs empires illimités. Et voilà les amis, c'était la fin de cette histoire de la mort rouge. Alors j'espère que vous